Bon alors, vous savez ce que ça veut dire, hein. Quand il y a la casquette, c'est que ça fait un petit moment que je suis pas allé chez le coiffeur. Et salut vous, j'espère que vous allez bien. Dis donc, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé une petite vidéo. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, mais si vous entendez des petits boum boum, c'est mon voisin qui a décidé de faire des travaux. Tout va bien. Bon alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai envie de tourner depuis très longtemps, mais à chaque fois j'avais des contretemps, des trucs à faire qui faisaient que je trouvais pas du tout le temps de me poser pour la faire. Mais voilà, là c'est chose faite, je vais prendre le temps de la faire. D'ailleurs on est en fin de journée, j'ai terminé ma journée de boulot, il fait encore à peu près clair dehors, j'espère que niveau éclairage ça ira. J'ai allumé toutes les lumières possibles et imaginables chez moi en espérant que vous voyez quelque chose. Et ça a pas l'air trop mauvais, on verra bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler de 4 romans que j'ai lus très récemment, enfin plus ou moins récemment parce qu'il y en a certains que j'ai lus depuis un petit moment quand même. Et je viens de m'en rendre compte en allumant la caméra, mais ces 4 romans ce sont 4 services presse. Alors non, je vous rassure, hein, je lis autre chose que des livres qu'on m'envoie, mais voilà, ces 4 là je les ai un petit peu avalés à la suite, et il y a du très très bon, du bon et un flop. Et écoutez, pour ne pas perdre plus de temps, on va commencer tout de suite par le premier livre. Alors pour info, je les ai pas vraiment classés, je vais vous les présenter dans le même ordre que l'ordre dans lequel je les ai lus. Est-ce que cette phrase est française? Je n'en sais rien. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. On va donc commencer avec le premier roman, qui est Éducation meurtrière de Naomi Novik, roman qui m'a été envoyé de la part des éditions Pygmalion. Pour le coup, c'est moi qui leur avais demandé parce qu'ils me faisaient très envie et ils ont accepté de me l'envoyer, donc merci encore à eux. Naomi Novik, elle est plutôt connue maintenant, c'est pas son premier roman, elle est particulièrement connue pour avoir écrit le roman Déraciné, que je n'ai jamais lu et que j'aimerais vraiment beaucoup lire. Et c'est marrant parce qu'avant ce roman, il me faisait pas plus de l'œil que ça, et en lisant Éducation meurtrière, j'ai été très curieux de découvrir, enfin de redécouvrir dans un autre style de roman La Plume de Naomi Novik, et en relisant le résumé de Déraciné, je me suis dit, ça a l'air pas mal quand même. Et Naomi Novik a aussi écrit La Fileuse d'argent, que j'ai pas lu du tout, mais dont j'ai entendu de très très bons échos. Et bref, là, on va parler donc de Éducation meurtrière, qui est le premier tome d'une trilogie. Le tome 2 est déjà sorti en VO, je crois que le tome 3 sort bientôt, et j'imagine que dans pas trop longtemps, on aura le tome 2 en VF. Et écoutez, Éducation meurtrière, ça a été une plutôt bonne lecture. Une lecture qui m'a un peu surpris, même beaucoup surpris à de nombreux passages, où je me suis dit... je sais pas trop sur quel pied danser, est-ce que j'aime ce que je lis, est-ce que j'aime pas ce que je lis, et au final, avec du recul, je me rends compte que c'était quand même une très agréable lecture. Je vais vous parler un petit peu de l'intrigue principale, et puis après, je vous donnerai mon avis. Alors, dans Éducation meurtrière, on va suivre Elle Higgins, donc L-E-L, diminutif de Galadriel, elle aime pas trop son prénom. Et elle est en 3e année d'études à la Scholomance. La Scholomance, c'est une école de magie, comprenez un genre de Poudlard en plus dangereux. École qui se trouve dans une dimension un petit peu, pas parallèle à la nôtre, elle est un peu dans une dimension à part, dans ce qu'on appelle le néant, je crois. Donc moi je me suis imaginé ça comme un grand vide dans lequel cette école flotterait. Et à la Scholomance, tout n'est pas très rose, pour tout vous dire. On n'est pas dans du Poudlard très bienveillant, avec des profs qui prennent soin des élèves, avec un Dumbledore très à l'écoute. Là non, pas du tout. À la Scholomance, les élèves sont un peu livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas de profs qui sont là pour les encadrer. Les cours sont faits de manière très individuelle, et c'est un petit peu l'école elle-même en tant qu'entité qui leur délivre des savoirs. On va dire que faire ses études à la Scholomance, c'est très dangereux, parce que l'école est peuplée de créatures issues de dimensions infernales qui essayent un petit peu de s'infiltrer dans l'enceinte de l'école pour bouffer les élèves, en fait, et récupérer leur pouvoir. Alors, vous allez me dire, bah si c'est aussi dangereux, pourquoi est-ce que les élèves y vont? C'est parce qu'en fait, les élèves qui sont à la Scholomance, c'est un petit peu l'endroit le plus safe pour eux pendant leur adolescence, parce que, on va dire qu'ils seraient encore plus vulnérables dans notre monde à nous, dans lequel ces démons seraient encore plus à même de les bouffer.
Donc en gros, ils rentrent à la scholomance parce que l'enceinte de l'école est censée les protéger un tant soit peu, mais bien évidemment, il y a toujours des failles un petit peu partout. Et donc les élèves passent leur temps à étudier / essayer de survivre et de ne pas mourir sous les assauts des démons. Alors dans cet univers, tout est plutôt bien amené, hein. Il y a plusieurs castes de sorciers, de sorcières différentes. Il y en a certains qui sont spécialisés dans le lancement de sortilèges, d'autres qui sont plus spécialisés dans la création d'objets et d'artefacts magiques. Donc voilà, il y a un peu tout un petit peuple qui se retrouve dans cette école, certains qui proviennent de grandes familles très puissantes et donc qui peuvent puiser dans une source de magie très forte, ce qui leur permet de faire des prouesses, là où d'autres qui viennent de familles plus modestes ont accès à un peu moins de sources de pouvoir, parce qu'en gros, pour manipuler la magie dans cet univers, on a besoin de puiser et de canaliser ses forces à partir de l'éther un peu. Donc vous voyez, en gros, on va venir puiser dans une source de mana, un peu comme dans les jeux vidéo, pour derrière pouvoir lancer des sorts. Et le personnage principal, donc, elle a une puissance absolument extraordinaire qu'elle cache et qu'elle essaye de masquer, parce que en un claquement de doigts, elle serait capable de pulvériser tous les élèves de l'école. Donc c'est un peu un travail constant de se retenir et de ne pas succomber un petit peu à ses accès de colère et de folie magique. Et elle essaye un tant soit peu de survivre et d'aller jusqu'au bout de ses études. Et justement, d'ailleurs, l'intrigue, parlons-en, parce que c'est peut-être un léger point noir dans ce livre, c'est que je trouve qu'elle met beaucoup de temps à se mettre en place. On a vraiment une énorme introduction à l'univers, où on nous balance d'ailleurs dans la scholomance en nous abreuvant de plein de mots qu'on comprend pas forcément et qu'on met plusieurs chapitres à appréhender et à mieux comprendre. Et voilà, on assiste juste à elle, qui essaye un tant soit peu de se faire des amis parce qu'elle est pas très sociable. Elle essaye de suivre ses cours, de survivre. Et il y a eu tout un moment dans le livre où je me disais, bon bah ok, c'est cool, ça se met en place, mais où est-ce qu'on va vraiment ? Alors, au bout d'un moment, le livre nous emmène dans une direction bien précise, mais voilà, j'ai trouvé que ça mettait un petit peu de temps à se mettre en marche et que la lecture n'était pas forcément aisée, parce que comme je vous le dis, on nous bombarde un petit peu dans cet univers sans nous préparer. Néanmoins, j'ai passé un excellent moment. J'ai trouvé que l'écriture était assez fluide, bien que assez brute de décoffrage, parce qu'on nous prend pas vraiment par la main, et puis le personnage de elle est très franc, très direct, très agressive, donc ça se ressent beaucoup dans l'écriture. J'ai vu que plusieurs personnes étaient un petit peu gênées quant à la traduction du livre. Pour tout vous dire, moi ça m'a pas trop percuté, mais voilà, je peux comprendre que certaines personnes aient peut-être un petit peu moins accroché à la trad. Et on va dire que pour moi, le seul point négatif du livre qui m'a gêné, mais avec lequel j'ai su faire pour apprécier ma lecture, c'est qu'il y a une sensation de grotesque qui se dégage du livre, parce que, en fait, c'est une avalanche de dangers, et ça ne s'arrête jamais. Les élèves sont constamment en danger de mort, au moindre pas, au moindre faux mouvement. À chaque fois qu'ils tournent la tête, ils sont prêts à se retrouver nez à nez avec un démon qui va les bouffer. Et au début, ça me gênait un peu, parce que je me disais, c'est un peu too much quand même, genre, ça ne s'arrête jamais, vous êtes toujours en galère. Et au bout d'un moment, je m'y suis fait, et limite, j'ai trouvé ça un petit peu drôle de se dire que, voilà, quoi qu'il fasse, tu sais qu'à la page que tu vas tourner, il va encore y avoir une galère et qu'ils vont re-être en danger de mort. Donc, cette succession de dangers qui ne s'arrête jamais, ça a fini par me faire sourire, et je trouve que ça a donné un charme à ce livre, voilà, qui est prenant, plein d'actions, de révélations et de rebondissements, et un peu grotesque malgré tout, mais je pense que c'est assumé de la part de Naomi Novik, du moins j'ai pas trouvé ça maladroit. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous en dire, parce que j'ai pas envie non plus de m'étaler pendant des heures. Somme toute, ça a été un livre très agréable à lire, j'ai trouvé la fin extrêmement bonne d'ailleurs, et donc j'ai très hâte de lire le tome 2. Après voilà, c'était pas le livre de l'année, j'ai passé un très bon moment, c'était sympa. À voir pour la suite. Et on va continuer avec une deuxième lecture qui, pour le coup, n'a pas été. Je vous en ai déjà parlé en vlog, dans mon dernier vlog. Je me suis lancé dans un roman qu'on m'a envoyé en SP et malheureusement, je n'ai pas accroché. Ça, voilà, peut-être qu'on s'est pas rencontrés au bon moment, mais pour moi, ça a été une lecture ardue, difficile. D'ailleurs, je me suis arrêté à presque la moitié parce que voilà, je sentais que ça ne marchait pas, que je me forçais et que ça matchait pas, et parfois en fait faut juste s'arrêter. Pour tout vous dire, je me sentais extrêmement gêné parce que l'éditeur me l'a envoyé, on s'entend très bien, donc voilà, ça me fait un petit peu de peine, mais bon, je suis pas là pour vous mentir. Et donc j'ai voulu lire L'Enterrement des étoiles de Christophe Guillemin, c'est édité chez Mnemos, c'est un premier roman de l'auteur.
Et comme je vous l'ai dit, j'ai été un petit peu déçu de cette lecture et je ne terminerai pas. Alors déjà, avant toute chose, je tiens à saluer le travail de l'auteur, parce que c'est pas parce que j'ai pas aimé que le livre est mauvais. Et comme je vous le dis, je pense juste que le livre n'était pas fait pour moi, parce que une des choses que j'ai beaucoup aimé dans le livre, outre sa couverture absolument sublime, c'est l'écriture de Christophe Guillemin, que j'ai trouvé très poétique, très agréable à lire. Il nous transporte vraiment dans son univers, et voilà, c'est bien écrit, et vraiment c'est un régal pour les yeux. Ça m'a un petit peu fait penser à la plume de Vincent Tassi. Voilà, je vous en parle très très souvent, mais Vincent Tassi, pour moi, c'est la plume française la plus poétique en SFFF que j'ai jamais lue. Et je trouve que Christophe Guillemin s'inscrit un petit peu dans ses traces, et vraiment c'est très joli, c'est très bien écrit. On pourrait même, je pense, le lire à voix haute, et ça serait toujours aussi agréable. Là où ça n'a pas marché avec moi, et ben c'est avec tout le reste. Je trouvais que l'univers a été assez intéressant, parce que dans l'enterrement des étoiles, on suit un petit peu un monde qui sombre, qui court un peu à sa perte. Les étoiles s'éteignent une par une, on sent que la fin du monde est proche. Il y a vraiment une ambiance assez glauque, assez triste et assez mélancolique qui se dégage, je trouve, du livre. Et ça, c'était plutôt intéressant, et j'avais envie de voir comment est-ce que ça allait être creusé. Mais malheureusement, je n'ai pas du tout accroché avec les personnages et surtout avec l'intrigue. En gros, on va suivre un cirque itinérant qui se dirige vers la capitale pour donner un petit peu voilà, des spectacles qui parlent de fin du monde, de religion, d'élus, de prophéties, de quêtes. Et ce cirque, il est dirigé par des freaks, vous savez, des monstres un petit peu de foire. Ils ont chacun, on va dire, un handicap. Il y en a un qui est bossu, il y en a un qui ne parle pas, il y a des frères et sœurs jumeaux, jumelles, qui ont des plantes un petit peu qui leur poussent sur le crâne, et ils sont atteints, vous savez, de cette maladie qui transforme un petit peu les gens en arbres. Ils ont un peu comme la peau qui se recouvre d'écorce. Donc voilà, on suit un petit peu tous ces personnages qui ont leur handicap, leurs imperfections, mais malheureusement, je les ai tous trouvés détestables. Sauf le petit garçon, que j'ai trouvé très mignon, mais tous les autres, ils sont tous un petit peu sans foi ni loi. C'est pas des personnages qui ont une once de morale. Ils sont tous, je trouve, très égoïstes, très imbus de leur personne. Ils pensent à eux avant tout, et ça peut se comprendre dans cette atmosphère un peu de fin du monde, où le danger est un petit peu partout, et où tous ces monstres de foire sont un petit peu rejetés par la société. Néanmoins, j'ai trouvé que ça manquait d'unité, ils sont pas soudés, il y a des coups bas qui se jouent entre eux, et voilà, il y a aucun personnage qui m'a ému, qui m'a touché. Peut-être le vampire, parce qu'il y a un genre de vampire qui s'enferme le jour dans une jarre, que j'ai trouvé intéressant, mais pas assez pour me tenir en haleine. Et en fait, à chaque fois que je lisais un chapitre, le livre me tombait des mains, et je me disais, bon, je vais m'arrêter là, et j'avais aucune envie d'y retourner. Vraiment, j'ai pas senti ce truc qui fait que j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de creuser, j'ai pas envie d'abandonner les personnages. Et vraiment, quand j'ai décidé de m'arrêter dans ma lecture, j'étais un petit peu plus gêné pour l'auteur et pour l'éditeur que pour le livre en soi, qui en soi vraiment ne m'a pas manqué. Et aujourd'hui, là, je vous en parle, et ma curiosité ne revient même pas pour cette intrigue, parce que justement, j'ai trouvé aussi que le livre manquait d'intrigue. Je suis arrivé presque à la moitié du livre, et je savais pas où est-ce qu'on allait. Je savais pas où est-ce qu'on allait, je savais pas où est-ce qu'on voulait m'emmener. Il y avait des petites pistes qui se dessinaient par-ci, par-là, mais voilà, rien d'assez fort pour me tenir en haleine et me donner envie d'y revenir. Donc malheureusement, pour moi, c'est un loupé. Voilà, je vais pas dire que j'ai pas apprécié du tout ma lecture, parce que comme je vous l'ai dit, l'univers est intéressant, c'est poétique, mais voilà, le livre m'est tombé des mains, et malheureusement, c'était pas une lecture qui était faite pour moi. Après, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de vous faire votre propre avis. Donc peut-être essayer d'aller lire les premières pages en librairie ou sur internet. Je ne sais pas s'il y a un aperçu du livre pour pouvoir lire un petit peu les premières pages. Mais voilà, faites-vous votre propre avis, voyez si c'est fait pour vous. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le livre n'était malheureusement pas fait pour moi. Néanmoins, si Christophe Guillemin ressort un livre à l'occasion, peut-être que je retenterai, parce que, comme je vous l'ai dit, vu que j'ai trouvé la plume très belle, peut-être que ce n'était que l'histoire qui n'était pas faite pour moi, et que sur un prochain roman, ça matchera.
On verra bien. Et on continue avec une lecture qui m'a fait beaucoup de bien, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai dévoré à vitesse grand V. J'ai lu Galante, donc qui est le nouveau roman de V.E. Schwab, qui n'est autre que l'autrice de La vie invisible de Addie LaRue, que j'avais adoré. Je l'ai lu l'an passé et vraiment ça m'avait beaucoup touché, j'avais trouvé ça très très beau. Elle a aussi écrit Shades of Magic, j'ai lu le premier tome qui malheureusement m'a pas plus plu que ça et j'ai jamais terminé la saga. Et elle a aussi écrit Cassidy Blake qui est plus jeunesse, ainsi que Vicious qui est une duologie que j'aimerais vraiment beaucoup lire. Je pense que je me ferai certainement le premier tome pour le Pumpkin Autumn Challenge. Ça peut être une lecture assez rapide à faire et vraiment qui me tente beaucoup. Bref, revenons-en à Galante, qui est d'ailleurs édité chez Lumen, hein, comme tous les livres de Victoria Schwab, et que j'ai reçu en service presse, dans un service presse absolument magnifique. J'en ai fait un déballage, je crois, dans mon dernier vlog, donc si ça vous intéresse, allez voir ça. Alors dans Galante, on va suivre le personnage de Olivia Prior. Olivia qui est une jeune orpheline qui a malheureusement perdu sa maman quand elle était petite. Du moins, tout laisse penser que sa maman est décédée puisqu'elle l'a déposée dans un orphelinat. Et tout ce qui lui reste comme souvenir de sa mère, c'est un carnet où sa mère écrit un petit peu comme dans un journal intime et en même temps, elle s'adresse un petit peu à Olivia. Le fil de ses pensées est très décousu. On a vraiment la sensation que la mère d'Olivia a un peu perdu la tête un petit peu avant de décéder. Olivia, elle est muette, donc elle peut pas trop échanger avec les autres personnes de l'orphelinat, ce qui lui coûte un petit peu au niveau de sa vie sociale parce que vous le savez, les enfants sont très ingrats, donc elle est pas très bien traitée, que ce soit par les sœurs qui dirigent l'orphelinat que par ses camarades de chambre, donc elle a pas une vie très très heureuse. Et puis, dans ce journal que sa mère lui a légué, elle la met en garde contre Galante et elle lui demande de ne jamais s'approcher de Galante. Sauf qu'un jour, les sœurs qui dirigent l'orphelinat vont recevoir un courrier qui provient de Monsieur Prior, l'oncle de Olivia, qui lui dit en gros, voilà, j'envoie un petit peu ce courrier à tous les orphelinats du pays en espérant, Olivia, te retrouver un jour. Et les femmes de l'orphelinat envoient Olivia Prior dans ce qui semble être la demeure de son oncle. Sauf que cette demeure porte le nom de Galante. Olivia est donc un petit peu condamnée à devoir aller vivre dans cette demeure contre laquelle sa défunte mère l'a toujours mise en garde. Je veux pas trop vous en dire de plus parce que là déjà je vous ai dit un petit peu ce qui se passe vers le début du roman. Promis, je vous ai vraiment pas spoilé grand chose. Et le reste, je vous laisserai tout le loisir de le découvrir vous-même. En tout cas, c'est un roman qui m'a beaucoup plu. J'ai passé un très très bon moment. Alors, je pense que j'ai passé un très très bon moment parce que je savais un petit peu à quoi m'attendre et le roman a répondu à mes attentes. Je vous le dis tout de suite, le roman est plutôt jeunesse. Donc, si vous voulez quelque chose de très adulte, de très dur et de très sombre, vous y retrouverez pas votre compte. On est bien loin de La vie invisible de Addie LaRue, qui avait un propos, je trouve, très adulte et très mélancolique. Ici, on est vraiment dans un roman jeunesse qui s'inspire un petit peu des grands romans gothiques comme Janer ou comme Rebecca. On retrouve vraiment cette sensation de vieux manoir victorien, très étrange. Et puis d'ailleurs, une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que Olivia a la faculté de voir les ghouls, ghouls qui sont un petit peu dans ce roman des fantômes. Et le manoir de Galante, il est peuplé de ghouls, de fantômes, avec lesquels Olivia ne peut pas interagir, vu qu'elle est muette. Et voilà, je veux vraiment pas vous en dire plus, mais j'ai trouvé que c'était un très bon roman gothique jeunesse. J'ai passé un très très bon moment, ça se lit extrêmement vite. D'ailleurs, je trouve que le roman est magnifique. Lumen a fait un travail vraiment de qualité, puisque le roman est sorti simultanément en VO et en VF. On a ici d'ailleurs une adaptation de la version américaine du roman, qui est vraiment magnifique. D'ailleurs, il y a beaucoup d'illustrations dans le roman qui servent d'ailleurs le propos, et voilà, j'ai passé un très très bon moment de lecture. Par contre, en vrai, je fais genre le malin à vous dire que c'est très jeunesse et que voilà quoi, si vous voulez un truc plus dur, faut lire de l'adulte, que nenni, parce que il y a 2 passages dans le roman qui m'ont fait flipper. Mais genre vraiment, genre je le lisais dans mon lit et je me disais j'ai un peu peur là, genre vraiment j'ai pas fait le malin sur 2 passages, mais voilà, tout le reste est très 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 accessible et j'ai trouvé ça très bien.
Et j'ai hâte de lire un autre roman de V.E. Schwab, et comme je vous l'ai dit, je pense que le prochain sera Vicious, pour cet automne. Et on va terminer cette vidéo avant qu'il ne fasse trop sombre, parce que la lumière décline, mine de rien. On va terminer avec un roman, un gros pavé de fantasy, que j'ai reçu il y a genre hyper longtemps, et que j'avais commencé en fin d'année précédente. Je crois que je l'avais reçu courant novembre, hein. Ouais, je l'ai reçu peu après les Utopiales, je crois. Et il s'agit de L'ombre du savoir perdu de James Islington. C'est le premier tome de la trilogie de Licanius. Et qu'est-ce que c'était bien! Genre vraiment c'était top. Ce roman je l'ai reçu lors de sa sortie donc en novembre et je l'ai terminé il y a 2-3 semaines. Alors n'allez pas croire que ma lecture a été aussi longue, c'est juste que malheureusement j'ai mis le roman en pause pendant quelques mois. En fait ce qui s'est passé c'est que quand je l'ai lu en novembre j'étais un petit peu dans une frénésie de grosses briques de fantaisie, je ne m'arrêtais pas d'en lire. Et je pense que j'ai fait une overdose, j'en ai eu marre de lire des énormes pavés de fantasy et j'avais l'impression de ne pas en voir le bout. Et donc je l'ai mis un petit peu en pause en me disant je vais lire un truc plus court et je m'y remettrai juste après. Sauf que je m'y suis jamais remis en fait et il est resté de côté pendant longtemps. Et il y a peu je me suis dit, attends, il faut absolument que tu le termines parce que je me souvenais que l'histoire était assez complexe, qu'il y avait beaucoup de personnages. Et je me suis dit, si j'attends encore trop longtemps, je vais devoir le recommencer depuis le début. Donc on va le prendre, on va le terminer d'un coup et on va passer à autre chose. Et Dieu merci, j'ai vraiment bien fait de le reprendre parce que si je l'avais pas fini, je serais passé à côté d'une petite perle parce que vraiment, j'ai trop aimé cette lecture. Alors, dans L'ombre du savoir perdu, j'ai envie de vous parler un petit peu de l'univers, mais celui-ci est assez complexe, donc on va essayer de résumer au mieux. Ceux qui ont lu le livre, vous allez me dire que je simplifie grandement les choses, mais on va essayer de faire simple et concis. Dans cet univers, il y a des anciens dieux, on va dire que c'est des équivalents à des dieux qui ont forme humaine, qui s'appelaient autrefois les augures, qui avaient des pouvoirs très puissants et qui pouvaient, entre autres, voir l'avenir, influer un petit peu sur le comportement des autres et aussi savoir quand est-ce que les personnes leur mentaient. Entre autres, ils avaient aussi plein d'autres pouvoirs, mais en gros ça se résume à ça. Les augures régnaient un petit peu d'une main de maître sur ce grand royaume, sur l'univers, et ils avaient des talentés. Donc les talentés, c'était un petit peu des humains qui étaient dotés de pouvoirs issus des augures. Et en gros, il y avait un genre de hiérarchie, augure, talenté, humain. Sauf qu'il y a eu une grande révolte, on a renversé tous les augures, on les a tous tués, on les a massacrés parce que voilà, les humains voulaient être autonomes et ne voulaient plus avoir le poids des augures au-dessus de leur tête. Et ce qui restait des talentés, eh bien ils ont été parqués dans des instituts, dans des genres d'écoles où on leur apprend un petit peu à gérer leur pouvoir pour servir l'humanité. Et les talentés sont soumis à des règles, je ne sais plus comment est-ce que ça s'appelle, mais voilà, des genres de règles qui les brident et qui les empêchent d'utiliser leur pouvoir contre des êtres humains. Comme ça, on n'a plus rien à craindre d'eux. Je vous ai à peu près résumé l'univers de ce roman, et en gros, on va suivre plusieurs personnages qui sont talentés et qui évoluent dans une école. École qui va malheureusement être attaquée, donc on va un peu suivre la fuite de ces talentés vers une quête dont ils ne connaissent rien. Et malheureusement, je peux vraiment rien vous dire de plus, parce que ça serait vous spoiler beaucoup trop de choses. Sachez juste qu'on va suivre un groupe de personnes, de talentés, qui font quête pour au départ retrouver quelque chose ou quelqu'un, et par le biais de cette quête, eh bien, tout cet univers, toute leur histoire, tous leurs préceptes vont être un peu remis en cause. Et vraiment, j'ai trouvé ça extrêmement bien. J'ai trouvé que les personnages étaient très bien écrits, très intéressants. L'intrigue est complexe, mais en même temps tellement prenante qu'on prend plaisir à s'y perdre. Néanmoins, il y a énormément de noms de personnages, de lieux, et beaucoup d'enjeux qui font qu'à certains moments, on peut se sentir un petit peu perdu dans sa lecture. C'est ce qui m'est arrivé lorsque j'ai repris le livre. Je me suis dit, oulala, c'est quand même compliqué de s'y remettre. Néanmoins, avec un petit peu d'effort, j'ai réussi à apprécier ma lecture. Et une chose vraiment que je tiens à vous dire, c'est que si vous commencez ce livre, avant de vous faire un avis dessus, allez au moins jusqu'à la moitié. Parce qu'on va dire que la première moitié du livre est très sympa, mais on va dire très
somme toute assez classique pour un roman de fantasy où on va suivre voilà, un petit groupe qui part vers une quête et qui va traverser le pays. On a vraiment voilà, des inspirations à la Seigneur des Anneaux, à la Roue du Temps, à tous ces livres un petit peu d'heroic fantasy où on suit une grande groupe vers un objectif commun. Et vers le milieu du livre, il y a un twist narratif que j'ai adoré, vraiment. Je veux pas vous dire c'est lequel, mais il y a une mécanique narrative qui n'est en soi pas des plus originales, parce qu'on s'en est déjà servi dans d'autres œuvres. Je vais pas vous dire lesquelles pour rien vous spoil. Mais voilà, c'est pas la première fois que je voyais cette mécanique mise en place, même si ça reste assez rare parce que c'est très difficile à gérer. Et là, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien géré. On a des surprises à chaque chapitre, c'est prenant, c'est haletant, et vraiment, une fois dépassé la moitié du livre, c'est impossible de s'arrêter. La fin est juste grandiose, et tout ce que je peux vous dire, c'est que je crève d'impatience de lire le tome 2. Tome 2 qui devrait arriver, je pense, à la fin du printemps. Il est écrit au dos que c'est prévu pour le printemps 2022. J'ai demandé aux éditions Léa qui m'ont dit qu'avec la pénurie de papier, c'était un petit peu compliqué, mais que néanmoins, ça devrait sortir ce printemps-ci. Et vraiment, je n'ai qu'une hâte, c'est de courir lire ce second tome parce que j'ai adoré le premier. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur un petit truc. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu la vidéo de Lorraine des mots de l'imaginaire qui en parlait et qui était un petit peu plus mitigée quant à elle sur sa lecture et qui trouvait que le roman était trop young adulte. Et pour le coup, c'est marrant, j'ai un avis totalement différent. Alors Lorraine, no offense, hein, vraiment, je pense que c'est qu'une histoire de ressenti, quoi. Mais contrairement à Lorraine, moi j'ai vraiment ressenti une atmosphère très adulte, quand bien même on suit des personnages assez jeunes, hein, qui ont autour de la vingtaine, mais j'ai trouvé que l'univers très fourni, tous ces enjeux, et puis ce principe narratif un petit peu spécial que malheureusement je ne veux pas vous dire pour ne pas vous spoiler, j'ai trouvé que tout ça participait à créer un univers très foisonnant, très complexe, mais tout en étant très intéressant, et donc que le livre est quand même, pour moi, destiné à un lectorat plutôt adulte, parce que je pense qu'un lectorat plus jeune pourrait s'y perdre dans tous les détails un petit peu qui foisonnent dans ce livre. Donc voilà, c'est un ressenti très personnel, hein, mais si vous avez peur de vous lancer dans l'ombre du savoir perdu parce que vous avez peur du côté trop young adulte, sachez que moi, je trouve que vraiment on est plutôt dans un grand livre de fantasy adulte et voilà. Je suis un peu frustré de ne pas pouvoir vous en dire plus, mais vraiment je pense que c'est une saga de fantasy qui se découvre vraiment pour l'apprécier. Mais vraiment, si vous voulez vous lancer, je vous le répète, donnez sa chance au livre et allez jusqu'au milieu du livre, parce que voilà, ce fameux twist apporte beaucoup de fraîcheur au roman et apporte des enjeux que je n'ai pas vu venir, et ça a été vraiment une super surprise. Bon, et puis sur ce, moi je vais vous laisser. J'ai l'impression que ça fait très longtemps que je parle. Quand j'ai commencé à filmer, il faisait très clair et là il fait bien sombre. J'espère que ça ira au niveau de la luminosité. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu et puis que je vous ai peut-être donné envie de découvrir des nouveaux livres que vous n'avez pas encore lus. J'en profite pour remercier tous les éditeurs qui m'ont envoyé ces livres. Vraiment, c'est rare que je fasse une vidéo update lecture avec que des SP, mais donc merci encore à Pygmalion, à Mnemos, à Lumen et aux éditions Léa. Sachez que il n'y a pas d'échange financier, genre on m'a pas payé pour dire du bien des livres. Mon avis reste 100% honnête et naturel. De toute manière, vous l'avez bien vu avec l'enterrement des étoiles qui malheureusement n'a pas matché pour moi. Sur ce, eh bien moi je vais vous laisser. Comme d'habitude, je vous souhaite de très belles lectures. Prenez bien soin de vous et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!